Bonsoir à tous ou bonjour, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Alors j'avais promis il y a un certain temps déjà sur Internet, enfin sur Facebook, de poster une petite vidéo où j'expliquais la technologie liposomale ou la technologie des produits liposomés. Et bien voilà, c'est ce que je vais faire ce soir avant de vous abandonner pendant 15 jours puisque je serai en stage de jeûne près du Mont Ventoux puisque j'encadre un stage avec Sylvie. Donc, je m'absenterai et sur mon PC portable, je ne sais pas mettre de vidéo en ligne et je n'ai pas les programmes suffisants ou nécessaires pour faire ça. Donc, ce sera une petite absence de 15 jours. Avant de commencer, je vous rappelle que le 21 mai, qui est un lundi, donc le lundi de la Pentecôte, pardon, je vous retrouverai pour ceux qui le souhaitent pour illustrer toutes les solutions naturelles que l'on peut appliquer lorsque l'on souffre de déséquilibres glandulaires ou hormonaux qui mènent au burn-out, fibromyalgie, hyperactivité ou hypothyroïdie et bien d'autres problèmes de santé. Donc celles qui ont suivi la première partie peuvent me retrouver donc le lundi 21 mai à 16h30 pour la deuxième partie de cet exposé d'environ 2 heures, mais vous savez bien qu'il y a toujours des questions-réponses après et que c'est toujours plus long que 2 heures. Donc ce sera vraisemblablement aux alentours de 2h30. Voilà, donc je vais vous parler ce soir dans la rubrique J'explique de la technologie liposomée. Alors le PowerPoint que je vais vous présenter est en partie a été en partie rédigé par le docteur Schmitz, avec qui je collabore depuis de nombreuses années, qui est un médecin généraliste absolument ouvert uniquement aux médecines alternatives. Dans ce cas-là, on peut parler de médecine puisqu'il est médecin. Et j'ai été faire une conférence à Paris au Salon du bien-être début février. Et c'est donc une partie du PowerPoint que j'ai présenté sur ce sujet dans ce salon que je vais vous présenter ce soir. Voilà, donc je passe en mode partage d'écran pour que vous puissiez voir le PowerPoint pendant cet exposé. Alors donc on parle de technologie liposomale ou de produits liposomés. C'est pas encore bien clair au niveau des appellations. Donc il y a des personnes qui disent produits liposomés, d'autres qui diront produits liposomaux ou un produit liposomal. Voilà, mais toujours est-il que la technologie en elle-même, c'est la technologie du liposome et liposomal, donc qui utilise comme vecteur d'apport à l'organisme un liposome. Alors qu'est-ce que c'est un liposome? Mais comme vous le voyez, c'est une petite sphère et ces sphères lipidiques, elles ont été mises en évidence dans les années, enfin en 1965 par le docteur Alec Bangham, qui était médecin et chercheur à l'université de Cambridge. Et il a donc mis en évidence ce liposome et on définit ce liposome si on se réfère à l'étymologie du mot. Il est composé de deux racines grecques, lipos, comme vous le savez très certainement, qui signifie gras, et soma, matière. Donc la définition simple, ce sera un composé lipidique ou encore plus simplement un corps gras. Donc cette petite sphère que vous voyez là, c'est un corps gras. Alors je vais vous approfondir ça. Du point de vue biochimique, un liposome constitue une vésicule sphérique, évidemment à l'échelle microscopique bien sûr. Et cette vésicule, elle est fermée. Elle est composée, comme vous le voyez ici, de bicouches. Donc là, il y a une couche et une deuxième couche ici, de bicouches lipidiques. Mais ces bicouches peuvent se succéder ou se superposer. Et c'est ainsi que le diamètre de ces liposomes peut varier, mais ne se mesure toujours qu'en nanomètres. C'est donc bien microscopique. Alors la bicouche s'organise en deux couches de phospholipides. Donc vous avez les têtes ici au-dessus que l'on appelle les têtes polaires ou hydrophiles. Hydrophiles, je vous rappelle, c'est qui ont une accointance ou une affinité envers l'eau. Et une queue, la petite queue jaune que vous voyez là, qui est une queue lipophile,
donc lipophile qui est attiré vers les composés lipidiques ou vers les acides gras ou graisses, fatalement, un composé lipophile est par opposition hydrophobe, c'est-à-dire qu'il est indifférent ou insensible à l'eau. Il ne sera pas attiré par l'eau, au contraire, il sera repoussé. Donc vous voyez que cette double couche est composée de têtes hydrophiles de part et d'autre, et que l'intérieur de cette bicouche est composé des queues lipophiles non accessibles à l'eau. Quand on analyse la composition de ces liposomes, on se rend compte qu'elle reproduit tout à fait la constitution de nos membranes cellulaires. Donc quand vous avez une membrane cellulaire comme dessinée sur ce schéma, vous voyez que là aussi, vous avez à l'extérieur de la cellule ou de la membrane cellulaire des têtes hydrophiles et à l'intérieur de la cellule également. Et entre les deux couches de queue hydrophobes. Évidemment, là, vous avez les pores ou les orifices qui permettent le transport des différents apports nécessaires au fonctionnement cellulaire, ce qui n'est pas le cas ici. Mais la nature de cette couche ou de cette membrane cellulaire formée de phospholipides est similaire à celle que l'on reproduit grâce aux liposomes. Alors, on utilise évidemment les liposomes comme technologie dans les compléments alimentaires. Et là aussi, ils s'organisent en bicouches. Et ces bicouches, on les agence sous forme de petites sphères afin que, au cœur de cette sphère, se développe un compartiment aqueux, donc une petite vésicule, qui contient à l'intérieur même du liposome, au cœur même du liposome, les principes actifs que l'on souhaite apporter au corps. La technologie liposomale n'est pas utilisée uniquement dans les compléments alimentaires, elle est utilisée entre autres dans les cosmétiques également, ou dans les médications chimiques. Alors, en fait, l'homme, en produisant ces liposomes, n'a rien inventé du tout parce que cette technologie liposomale, la nature, elle y avait pensé bien avant nous, c'est-à-dire que depuis que le lait maternel existe, les liposomes existent. Parce qu'en fait, les nutriments utiles et nécessaires et vitaux pour le bébé sont transportés dans le lait maternel par des liposomes, ce qui leur confère une extrême biodisponibilité, qui permet également que ces nutriments qui sont encapsulés donc dans ces vésicules liposomales ne soient pas détruits ni dégradés par quoi que ce soit. Donc ils arrivent intacts à l'endroit où le corps en a le plus besoin. Et donc cette technologie naturelle présente dans le lait maternel a été reproduite et appliquée aux compléments alimentaires. Et de ce fait-là, on a compris qu'on reproduisait un processus nutritionnel naturel mais extrêmement efficace et qui est connu par le corps humain depuis l'existence de l'homme, puisque l'homme, enfin la femme plutôt dans ce cas-là, nourrit son bébé au sein depuis toujours. Alors, quels sont les avantages de cette technologie d'encapsulation liposomale? Il y a plusieurs avantages. Le premier et principal, c'est que les principes actifs logés au cœur de cette vésicule liposomale sont protégés des attaques des acides de l'estomac. C'est-à-dire que quand vous prenez un complément alimentaire sous forme de liquide, de comprimé ou de gélule, les principes actifs ou les gélules sont en partie dégradés par les acides de l'estomac. Il y a pour ça qu'on fait des capsules gastro-résistantes ou des gélules gastro-résistantes afin qu'elles résistent aux acides de l'estomac ou aux enzymes gastriques et que le principe actif soit libéré au niveau intestinal puisque, comme vous le savez très certainement, c'est au niveau intestinal que les nutriments sont recaptés par voie sanguine à travers la paroi intestinale. Donc, cette technologie d'encapsulation est résistante aux acides gastriques et donc les principes actifs sont transportés par le sang jusque dans les intestins, enfin d'abord dans les intestins et puis par le sang sans subir aucun dommage. Donc ces petites vésicules arrivent transportées par le sang intactes jusqu'aux cellules. Vous voyez la vésicule ici. Et l'avantage, puisqu'elles ont une composition similaire aux membranes cellulaires, ces vésicules liposomales vont fusionner
avec la membrane cellulaire au point de se dissoudre dans cette membrane et les principes actifs vont ensuite se répandre à l'intérieur de la cellule. Donc directement là où l'organisme en a besoin sans subir aucune dégradation. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs sortes de liposomes et donc surtout plusieurs tailles de liposomes. Donc, ils sont classés généralement selon leur taille et c'est ça qui va procurer une meilleure efficacité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il excède une certaine taille pour pouvoir être absorbé au niveau cellulaire. Si le liposome est trop gros ou trop volumineux, il ne passera pas la barrière intestinale et ne sera pas absorbé au niveau sanguin. Donc, au plus il y a de bicouches, comme je vous l'ai dit au départ, les bicouches lipidiques peuvent se superposer. Et évidemment, au plus il y a de bicouches, au plus il y a de compartiments, mais au plus ces liposomes sont volumineux. Donc, en général, dans les compléments alimentaires, il s'agit d'un liposome avec une seule bicouche lipidique. Et donc, c'est la taille ou le volume de ces liposomes qui va faire que il sera utilisé dans telle ou telle application ou au niveau du corps pour telle ou telle fonction. Alors, quels sont les phospholipides qui sont utilisés pour créer cette double membrane phospholipidique? Généralement, c'est des glycérophospholipides qui sont d'origine naturelle. En tout cas, dans les compléments alimentaires, il faut évidemment vous renseigner concernant l'origine de ces glycérophospholipides. Il peut s'agir de lécithine de soja, de lécithine de tournesol ou certains sont extraits de jaune d'œuf, puisqu'il y a des phospholipides dans le jaune d'œuf. Il existe aussi des origines synthétiques, c'est-à-dire que des phospholipides peuvent être fabriqués par synthèse chimique. À ce moment-là, évidemment, il y a une garantie de pureté et de stabilité, mais au niveau des compléments alimentaires, on sait bien que tout ce qui est naturel est plus aisément reconnu par le corps et sera mieux assimilé. Donc, généralement, dans les compléments alimentaires de type liposomé ou liposomal, ce seront des glycérophospholipides d'origine naturelle. Alors, je vais vous parler ce soir plus précisément de deux produits qui sont disponibles sous forme liposomale, la vitamine C et par la suite le coenzyme Q10. La vitamine C liposomale, je ne vous cache rien que c'est une vitamine C qu'on trouve dans les fruits et légumes. Et là, celui qu'on appelle le pape de la vitamine C, c'est Monsieur Linus Pauling, qui a été donc prix Nobel de chimie en 1954 et prix Nobel de la paix en 1962. Il vivait aux États-Unis et toute sa vie, il s'est passionné pour la vitamine C. C'est lui qui a fait connaître d'ailleurs cette vitamine du grand public avec un ouvrage tout simple, La vitamine C et le rhume. Il a passé sa vie à énoncer les principes préventifs essentiels de cette vitamine et il a fait de nombreuses études puisqu'il était docteur, il pouvait se permettre de faire des études et il a soigné énormément de patients en leur injectant de la vitamine C parce que lui, il y allait vraiment à très très forte dose et c'était généralement de la vitamine C injectable. Il a appliqué ce principe de s'injecter ou d'avaler de la vitamine C toute sa vie et vous voyez ici la date de naissance et de mort. Il a quand même vécu 93 ans ou 93 ans pour les Français. C'est une belle vie. Donc en 1976 ou 76, il a publié une étude qui démontre l'intérêt de ces apports de vitamine C à très très haute dose pour la survie et surtout pour la qualité de vie des personnes cancéreuses, atteintes de cancer. Mais quand je vous dis à haute dose, il injectait des 30 et 40 grammes de vitamine C, donc en vitamine C injectable. On ne parle pas de milligrammes, on parle bien de grammes. C'était 30, 40, voire je crois dans certains cas 50 grammes de vitamine C en injectable. Il a collaboré à la fin de sa vie avec le Dr Ratz, qui est assez connu aux États-Unis pour ses recherches sur les compléments alimentaires, et il a participé à la rédaction, enfin
aider le docteur Rath dans la rédaction de son ouvrage Le déficit en vitamine C est la cause des maladies cardiovasculaires, parce qu'en fait, il existe des mammifères comme l'ours polaire par exemple qui synthétisent la vitamine C de par eux-mêmes, et on a constaté que ces animaux-là ne faisaient jamais de problème cardiaque. Et l'homme, par exemple, est un mammifère qui ne synthétise pas de lui-même la vitamine C. Donc, de ce fait, il doit trouver des apports de vitamine C extérieurs au corps par le biais de son alimentation. Alors ça, c'est une des études du docteur Rath qui a prouvé donc l'intérêt d'un apport optimal de vitamine C, parce que la vitamine C est très performante dans la production et dans les fonctions du collagène, c'est-à-dire qu'elle renforce les fonctions du collagène et elle en assure une bonne production. Comme notre système vasculaire sanguin est composé, les vaisseaux, donc veines ou artères, sont composés principalement de collagène et d'élastine également. Si on n'a pas assez de vitamine C, hein, ou si on apporte insuffisant de vitamine C, vous voyez ce qui se passe ici dans la colonne C. On a les parois des vaisseaux qui se fragilisent, qui se dilatent, et le tissu conjonctif se dissout en fait. Et c'est ainsi qu'ont lieu des hémorragies. C'est ce qui se passait à l'époque pour les marins qui partaient dans les épopées découvrir les continents très loin pendant plusieurs mois. À ce moment-là, ils étaient victimes du scorbut, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a découvert l'intérêt des citrons et des agrumes. Je ne sais plus qui d'ailleurs, ça c'est marqué dans le cours entre autres. Et par la suite, on a su que c'était la vitamine C qui procurait ces effets bénéfiques. Vous avez ici en C une carence chronique, vous avez quand même une fragilisation, même si on n'en est pas au point du scorbut avec une mort par hémorragie. On a quand même une fragilisation des vaisseaux et des parois des vaisseaux, avec en plus des dépôts de plaques athéromateuses. Et évidemment, ça peut à la longue générer des problèmes cardiovasculaires tels que un bouchage des artères coronaires, par exemple, qui sont les artères qui entourent le cœur, ou bien des artères cérébrales, ou alors des ruptures, ruptures d'anévrisme ou accidents vasculaires cérébraux. Donc l'idéal est d'être dans cette situation-ci, c'est-à-dire d'avoir une consommation de vitamine C suffisante pour que les parois des vaisseaux préservent leur intégrité et soient suffisamment résistantes afin de ne pas être victime d'usure ou de problèmes d'hémorragie ou quoi que ce soit. Donc la vitamine C, comme je vous le disais, on la trouve dans l'alimentation. Vous voyez, il y a toute une série de fruits et de légumes qui sont riches en vitamine C. Ici, vous voyez le dosage en milligrammes par 100 grammes. Mais quand vous voyez ça, vous vous dites qu'il faut quand même manger beaucoup de fruits et de légumes, d'autant plus que si on cuit les légumes, eh bien, vous savez qu'il y a une déperdition et la vitamine C est l'une des premières vitamines à être attaquée par la chaleur et à perdre ses propriétés en raison du chauffage ou de la cuisson des aliments. Évidemment, l'idéal est de manger cru pour avoir cet apport de vitamine C intact. Sauf que même si on mange cru, on sait que depuis une cinquantaine d'années, les aliments ont perdu énormément de leur contenu nutritionnel. Il y a eu d'énormes changements dans la qualité nutritionnelle des végétaux cultivés bon, en culture traditionnelle bien sûr, mais même dans le secteur biologique, il y a eu d'énormes pertes vitaminiques et nutritionnelles en nutriments de manière générale. Je vous ai mis ici quelques exemples. Là, vous avez la pomme, la banane, blueberries, ce sont les bleuets, donc les myrtilles, je pense, et brocoli. Vous avez donc les chiffres. Bon, je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents sur Internet. Je sais que Claude et Lydia Bourguignon en ont parlé dans une de leurs conférences, mais je n'ai pas retrouvé, parce qu'ils en ont fait beaucoup des conférences, et je n'ai pas retrouvé la source. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez faire une recherche et m'en informer éventuellement. Mais vous voyez bien que, par exemple, au niveau de la vitamine C, bon, ici, on n'a pas, on a apparemment,
on a une perte de 5,80%. Non, qu'est-ce que je raconte là? Non, pardon. On n'a pas de perte en vitamine C ici, par contre on en a là. Ah bah là non plus, tiens, bizarre. Je reviens sur mon schéma d'avant parce que voilà, donc il y a les pertes sont affichées ici. À mon sens, c'est l'inverse, hein. Donc il y a des pertes de ici il y a des gains par contre de vitamine C. Là il y a une perte pour les bananes et ici il y a une perte également pour les brocolis. Bah voilà. Visiblement il y a des fruits qui ont gagné en vitamine C. Moi je pensais que c'était perdu, mais voilà. Les carences en vitamine C donc existent même si on se nourrit correctement. Vous voyez bien qu'aux États-Unis, les études ont démontré que parmi les populations en bonne santé, hein, donc on parle des personnes qui ne sont normalement pas malades, il y a 36% des personnes qui sont carencées en vitamine C, c'est-à-dire qu'ils ont un taux de vitamine C inférieur à la norme. Donc ça veut dire qu'il y aurait à peu près un tiers de la population en bonne santé qui serait carencée en vitamine C. Alors on le sait, les carences en vitamine C des personnes malades sont encore plus importantes évidemment que chez les personnes qui sont considérées comme étant en bonne santé. La maladie elle-même augmente les carences ou les besoins en vitamine C de l'organisme et inversement, quand on est malade, on perd de la vitamine C. Donc c'est un cercle vicieux puisque la carence en vitamine C s'installe à cause de la maladie et la maladie elle-même accentue cette carence en vitamine C. Donc tout ceci a été prouvé par des études. Si vous voulez rechercher, j'ai mis quelques références. Donc vous voyez qu'il y a une interaction permanente entre problèmes de santé et carence en vitamine C. Parce que la vitamine C, si elle peut provoquer des problèmes, comme on l'a dit au départ, hein, des petites fragilisations des capillaires, vous pouvez avoir des saignements des gencives hein, dans un début quand vous manquez de vitamine C, mais elle peut provoquer d'autres problèmes et la carence elle-même est provoquée par d'autres problèmes de santé tels que stress, dépression, maladie d'Alzheimer, anémie, fatigue, infection à répétition, inflammation chronique, etc. Tout ça peut être la manifestation d'une carence en vitamine C et tout ça même va provoquer à son tour une carence et une perte de vitamine C. Alors, quels sont ces rôles de cette fameuse vitamine qui est quand même, moi, ce que j'appelle la reine des vitamines? Ben, tout d'abord, elle est antitoxique, c'est-à-dire qu'elle neutralise certains polluants tels que les pesticides, les hydrocarbures aromatiques, l'alcool. Elle permet de neutraliser en partie donc, la pollution atmosphérique. Elle contre la toxine des champignons. Bon, ça a été prouvé au niveau clinique, hein, des personnes qui avaient par inadvertance, j'imagine, manger des amanites phalloïdes ont été sauvées en avalant des hautes doses de vitamine C. C'est également un chélateur. Alors, c'est quoi un chélateur? C'est une substance qui emprisonne, en fait. Chélater, ça veut dire emprisonner certains métaux donc, et qui les évacue de ce fait-là par les émonctoires en dehors du corps. Donc, la vitamine C est un chélateur de plomb, de mercure, d'aluminium et d'autres métaux lourds, aussi de la, pour les fumeurs, hein, tout ce qui est toxique lié à la cigarette. Également, elle sera utile pour chélater ou évacuer les toxiques après une anesthésie ou un traitement chimique lourd ou toxique. Donc après tout traitement chimique, si on ne peut pas s'en passer, type antibiotiques, chimiothérapie ou autre, il serait bon de prendre de la vitamine C après et même voire pendant hein, également. Alors, elle intervient également dans la mobilisation des globules blancs, c'est-à-dire dans la synthèse des anticorps, c'est-à-dire qu'elle permet aux anticorps de mieux se synthétiser, aux globules blancs d'être plus résistants et elle est donc utile en cas de quelconque infection, bactéries, virus, champignons, levures ou parasites. Donc elle sera utile dans tous ces cas-là. Si vous voulez, et si vous lisez l'anglais, vous avez un ouvrage qui est très très bien fait sur les cures de vitamine C et où il y a des études qui exposent tous les effets de cette vitamine à haute dose dans des tas de pathologies et de problèmes de santé. La vitamine C, ben, comme on l'a vu tout à l'heure avec les vaisseaux sanguins,
Elle est utile dans la synthèse du collagène et des protéines, donc qui forment euh, les parois des cellules, des vaisseaux, pardon. Et donc, elle intervient au niveau de la peau, par exemple, pour la cicatrisation quand il y a blessure. Elle permet aussi d'intervenir sur le pH, c'est-à-dire qu'elle équilibre le pH et elle intervient dans l'aérobie cellulaire. Alors l'aérobie cellulaire, ça veut dire l'oxygénation cellulaire. On sait très bien qu'une cellule saine, bien oxygénée, sera protégée de la cancérisation, c'est-à-dire que le cancer a tendance à se développer quand la cellule est en hypoxie, c'est-à-dire en manque d'oxygène. Et donc, le fait de prendre de la vitamine C, évidemment, en plus, si vous pratiquez le bol d'air Jacquier, les respirations conscientes, ou bien la cohérence cardiaque ou toute autre technique respiratoire, vous augmentez vos chances de protection contre la cancérisation. Avec de la vitamine C en plus, ce sera vraiment parfait. Alors, je vais mettre un halte là à certaines fausses idées ou à certains mythes ou certaines désinformations qui circulent par rapport à cette fameuse vitamine C. Alors, certains, pour détracteurs de la vitamine C, ont pu émettre l'idée qu'elle pouvait causer à haute dose des dommages à l'ADN. Et il semble que ce soit tout à fait faux. Elle serait absolument sans danger. Il faut savoir qu'il n'y a pas la moindre étude qui montre le danger de la vitamine C, même à haute dose. Donc c'est vrai, elle est absolument sans danger, même à haute dose. Parce que même si on la prend sous forme non liposomale, en poudre ou comprimée ou autre, il y a un système, comme je vais vous l'expliquer par la suite, un système de saturation sanguine de vitamine C. Et quand il y a trop de vitamine C, elle sera d'office éliminée par les reins. Alors, une supplémentation en vitamine C pourrait favoriser le développement de calculs rénaux. Il y a des études de nouveau qui démontrent que c'est tout à fait faux. Autre fausse idée, la vitamine C naturelle des fruits est plus assimilable que la vitamine C synthétique. Il semble que ce soit faux. La vitamine C synthétique et la vitamine C naturelle ont, selon les chercheurs et les chimistes, la même formule chimique et seraient assimilées de la même manière par l'organisme. Il faut savoir que dans les fruits et les légumes, du fait que cette vitamine est associée à d'autres molécules, cela augmente sa biodisponibilité. Ça, c'est toujours la synergie, hein, quand on prend une plante complète plutôt qu'un extrait de plante, ou bien quand on consomme un végétal complet plutôt qu'un extrait de ce végétal, on a la synergie moléculaire qui augmente encore l'efficacité et la biodisponibilité de ces principes actifs contenus dans ces végétaux. Par rapport à l'histoire de la vitamine C synthétique ou de la vitamine C naturelle, moi j'émets cependant un petit bémol parce que je suis très sensible à tout ce qui est vibratoire et information énergétique. Et je pense que malgré tout, une vitamine C de synthèse ne doit pas vibrer tout à fait à la même fréquence qu'une vitamine C naturelle. Et vous savez, ou vous ne savez pas, et si vous ne savez pas, je vous en informe, que le corps, pour qu'une substance soit tout à fait efficace, il faut qu'il entre totalement en résonance avec cette substance. Et il entrera en résonance d'autant plus que cette vibration sera naturelle. Donc le corps reconnaîtra d'autant mieux une vitamine C naturelle plutôt qu'une vitamine C de synthèse, même si elle aura une certaine efficacité. Alors, les apports utiles, bon, si vous vous fiez aux apports recommandés, apports journaliers recommandés ou doses journalières recommandées, je crois que c'est comme ça actuellement qu'on renseigne ça sur les boîtes de compléments alimentaires, doses journalières recommandées, on n'a nulle part, hein, je crois que c'est 150 mg maximum par jour, on n'a nulle part, il faut au moins 10 mg, non pardon, ce que je dis, 2 grammes par jour, et c'est à moins de 10 mg dans le corps qu'il y a une mort par le scorbut, à moins de 10 à 60 mg, il y a une mort lente, mais comme on l'a vu tout à l'heure, avec les parois des vaisseaux qui s'effritent et se dilatent doucement. Et quand on est entre 60 et 100 mg de vitamine C dans le corps, il y a une vie normale, mais il y a des dégénérescences et des pathologies qui s'installent et qui ont tendance à devenir chroniques.
Pour être en bonne santé, semblerait-il qu'il faille un apport de 2 grammes de vitamine C quotidien, ce qui apporte une bonne résistance aux infections, une bonne énergie physique. Par contre, si on veut augmenter ses performances physiques, intellectuelles et accroître sa longévité, il faudrait en consommer de 2 à 4 ou 5 grammes par jour. Évidemment, dans des pathologies ou des problèmes de santé avérés, il faut augmenter ces dosages de manière beaucoup plus importante. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais quand on absorbe beaucoup trop de vitamine C, il y a des personnes, non seulement elles éliminent au niveau rénal, mais il semble que ça détoxique au niveau intestinal aussi et ça peut se manifester par des diarrhées. Eh bien, ça se vérifie effectivement, sauf si l'on consomme la vitamine C liposomale. Et pourquoi justement? Eh bien, parce que le corps possède un système de régulation qui limite la vitamine C au niveau sanguin. C'est-à-dire que quand les reins seront alertés qu'il y a trop de vitamine C circulante dans le sang, il y aura une augmentation de cette élimination de cette vitamine C plasmatique. Quand le seuil est atteint, donc, elle sera rapidement excrétée par l'urine dès que ce seuil est atteint. Alors, on n'a pas ça avec la technologie liposomale, et si vous avez bien compris en quoi consiste cette technologie, vous avez compris que le principe actif, il passe inaperçu puisqu'il est encapsulé au cœur du liposome, et que ce qui va être détecté par le corps, ce seront les têtes hydrophiles de la paroi extérieure du liposome, et la vitamine C est indétectable puisqu'elle se trouve piégée au cœur de ce liposome. C'est donc ceci qui sera reconnu et qui ne pose aucun problème à l'organisme. Donc, à partir du moment où elle n'est pas repérée, eh bien, le liposome ira où il doit aller, fusionnera avec la membrane cellulaire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, avec la technologie, l'avantage de la technologie liposomale ou d'encapsulation, c'est que la concentration sanguine de cette vitamine C ne va pas changer. Donc, il n'y aura pas d'élimination par les reins, ni de diarrhée, qu'elle est protégée contre les attaques des sucs gastriques ou des enzymes gastriques, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, et qu'elle est délivrée dès qu'elle sera en contact avec la membrane et délivrée directement au cœur de la cellule. Donc, vu qu'il n'y a aucune perte de principe actif par aucune attaque de quoi que ce soit, la biodisponibilité de ce type de vitamine est de l'ordre de 98 ou 98%, c'est-à-dire que presque l'entièreté est absorbée ou rendue biodisponible grâce à cette technologie liposomale. Alors, par rapport à une vitamine normale, bon, moi je vous ai mis les références, enfin le contenu des flacons des gammes que je connais, je ne les citerai pas ici parce que je ne conseille que rarement les gammes pour lesquelles je fais de la consultance en dehors, et j'ai fait de la consultance pendant plusieurs années, j'en fais encore un petit peu. Mais voilà, il y a cette gamme-là et puis il y en a des tas d'autres. De manière générale, évidemment, il faudra que vous vous renseigniez par rapport au dosage ou à la concentration des liposomes des produits que vous achetez, des produits liposomés que vous achetez. Et il faut savoir que 1 gramme de vitamine C liposomale, dans les produits que je connais en tout cas, ça équivaut à 20 grammes de vitamine C classique. C'est-à-dire que si vous deviez prendre des comprimés, avant d'atteindre 20 grammes, déjà, vous pouvez en prendre quelques-uns, parce qu'il y a parfois des comprimés de 500 ou de 1000 milligrammes, donc ça veut dire 1 gramme par comprimé, il faudrait déjà avaler 20 comprimés, alors qu'avec 1 gramme de vitamine C liposomale, vous avez cet équivalent-là. Les produits que je connais, 5 millilitres équivalent justement à 1 gramme de vitamine C. Donc en prenant ces produits liposomés, vous aurez en permanence un apport de 20 grammes, enfin ce qui équivaudrait à 20 grammes de vitamine C classique. Et ce n'est pas un excès du tout, ça va vraiment apporter à votre corps un plus. En cas de pathologie ou de chirurgie, on va augmenter cette dose, on va la doubler. Et quand ce sont des maladies lourdes de type dégénératif, avec des traitements chimiques lourds ou bien des radiothérapies,
à ce moment-là, il faudra même tripler cette dose. Donc on sera, comme je vous parlais de Linus Pauling qui avait fait des injections jusqu'à 50 grammes de vitamine C à des personnes atteintes de cancer, et bien vous voyez qu'on est avec les 3 fois 5 millilitres, c'est-à-dire 3 fois 20 grammes, on est à l'équivalent, hein, donc 60 grammes de vitamine C. Nous passons maintenant au coenzyme Q10. Alors le coenzyme Q10, c'est quoi? Eh bien en fait c'est un produit, enfin un nutriment qui circule et qui est présent dans notre corps et qui est particulièrement présent dans les mitochondries. Alors les mitochondries, ce sont des petits organites situés dans nos cellules, et ces organites permettent de transformer ce que l'on mange, le glucose et l'oxygène, en énergie, en gaz carbonique et en eau à la sortie, après transformation. Donc ce sont les mitochondries qui sont responsables de produire toute l'énergie cellulaire et toute l'énergie vitale dont votre corps a besoin pour assurer ou assumer son métabolisme basal, et tout le reste en plus. Donc l'ubiquinone, qui est l'autre nom scientifique pour le coenzyme Q10, ubiquinol, en fait, il existe en permanence et c'est lui qui va participer à cette transformation pour produire à partir de l'adénosine diphosphate, de l'adénosine triphosphate. Et cet ubiquinol, il est en fait continuellement recyclé par le corps. Vous savez que constituer ou synthétiser des molécules telles que l'ubiquinol par exemple, des grosses molécules lipidiques ou bien des molécules comme le cholestérol, c'est énorme comme travail pour l'organisme. Et de ce fait-là, plutôt que de les détruire et de les resynthétiser à chaque fois, ce qui serait très très coûteux au niveau de l'énergie du corps, eh bien le corps il est malin, pour économiser son énergie, il ne les détruit pas et il ne les resynthétise pas, mais il les recycle. Donc l'ubiquinone qui donne 2 électrons se fixe sur un groupe phosphate, donc l'adénosine diphosphate, et qui sera converti en ATP, adénosine triphosphate, ce qui permettra de produire de l'énergie pour le corps. Donc cette vitamine, coenzyme Q10 ou ubiquinol, est considérée comme la vitamine du corps, bien que ce ne soit pas repris, donc on est bien d'accord, comme nutriment dans la catégorie des vitamines, mais dans le jargon de la naturopathie ou des compléments alimentaires, certains l'appellent la vitamine du cœur. Pourquoi? Ben parce que je vous ai dit donc que cette molécule était très active et très utile au niveau de la mitochondrie. La mitochondrie qui produit de l'énergie est particulièrement active dans les muscles. Il y a énormément de mitochondries dans les cellules musculaires. Et vous savez bien que le cœur est un muscle et que ce muscle qui va pomper le sang dans tout l'organisme et qui effectue environ 100 000 battements par jour et qui pompe 7200 litres de sang par jour, il lui faut une fameuse énergie pour assumer ce travail au quotidien. Donc, parmi les cellules du corps qui ont le plus besoin d'énergie et fatalement de coenzyme Q10, eh bien, ce sont les cellules cardiaques. Les cellules, par l'intermédiaire de la circulation, reçoivent de l'oxygène et les nutriments, ça on l'a compris, et elles éliminent également les déchets. Donc cette circulation est évidemment fondamentale. Donc pour réaliser ce travail, le cœur doit avoir beaucoup d'énergie, et cette énergie proviendra en partie des mitochondries et sera diffusée grâce au recyclage de ce coenzyme Q10 qui fournit une partie de l'énergie aux mitochondries. Vous voyez ici sur ce petit schéma donc que quand on est à la naissance, il y a un peu moins de coenzyme Q10, mais qu'avec la croissance, ce taux de coenzyme va augmenter au niveau des tissus, principalement des tissus cardiaques. Et petit à petit, avec l'âge, ce taux de coenzyme Q10 chez l'humain diminue à partir de 20 ans, hein, donc la moyenne, on commence à vieillir à 20-21 ans. Et donc chez les seniors, les personnes au-delà de 70-75 ans ou 70-75 ans, il y a une perte jusqu'à 50% de coenzyme Q10.
Et ceci, évidemment, accélère le vieillissement et l'affaiblissement du muscle cardiaque. Bon, c'est comme pour la vitamine C, hein. Quand il y a affaiblissement du muscle cardiaque, ça peut provoquer une pathologie. Et quand il y a une pathologie, il y a un manque d'énergie et affaiblissement de la fonction et on est dans un cercle vicieux. Alors pourquoi se supplémenter ou se complémenter en coenzyme Q10 ou en ubiquinol ou ubiquinone? Alors l'appellation ubiquinol et ubiquinone, c'est simplement quand le coenzyme Q10 est recyclé, oxydé ou réduit. Il porte les deux noms, ubiquinone quand il est réduit et ubiquinol quand il est oxydé. Donc, on doit se supplémenter parce qu'on en perd régulièrement tous les jours, parce que comme tous les nutriments et comme la vitamine C, ce coenzyme Q10 diminue avec l'âge, mais également avec le stress, avec la maladie et lorsque l'on fait beaucoup de sport, puisque je vous ai expliqué que les mitochondries étaient très nombreuses dans les fibres musculaires et quand on fait du sport, on fait beaucoup travailler ces fibres musculaires, donc on consomme énormément de coenzyme Q10. Bien sûr, il est recyclé, mais à un moment donné, quand il a été recyclé trop de fois, il sera éliminé parce qu'il sera moins efficace et il ne sera pas resynthétisé ou peu resynthétisé par le corps. La consommation de statines, alors en général, donc les statines, ce sont les fameux médicaments hypocholestérolémiants qui posent pas mal de problèmes. Si vous avez peur du cholestérol et que votre médecin vous conseille de prendre des statines et que vous voulez malgré tout en prendre ou que quelqu'un de votre entourage en prend, prendre du coenzyme Q10 en parallèle est une excellente chose parce que ça permet de réduire une partie des effets secondaires des statines. Mais enfin, le mieux, c'est d'éviter ce genre de, excusez-moi du terme, de saloperie. Voilà. D'autant plus que je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas fait, la fameuse vidéo du professeur Evans sur le cholestérol molécule de vie et statine molécule du diable, où il explique très très bien que l'excès de cholestérol n'est pas du tout à l'origine des problèmes cardiaques qu'on lui impute. Et vous avez également tous les livres ou les ouvrages et les vidéos du docteur Delorgeril qui est cardiologue et qui passe son temps depuis une trentaine d'années maintenant à expliquer que les statines sont toxiques et que le cholestérol n'est pas mauvais. Sauf évidemment dans les cas d'hypercholestérolémie génétique où là on est dans des taux vraiment excessifs, dans des taux normaux même avec des taux de 3 de cholestérol, 3 grammes, on n'est pas hors norme et le cholestérol est une molécule noble. Donc, voilà, justement, le coenzyme Q10 réduit les fractions denses du cholestérol les plus hétérogènes, mais de nouveau, il n'y a pas de danger à en avoir trop, sauf que il faut juste que les deux types de cholestérol s'équilibrent. Il n'y a pas de bon et de mauvais puisqu'il y a un transporteur et un transporteur des bonnes choses et puis un transporteur des toxiques. Je vous invite à regarder la vidéo, vous comprendrez mieux. Donc, il régule en fait le coenzyme Q10, il ne diminue pas le cholestérol, il régule la balance LDL-HDL afin d'éviter d'en avoir trop et de rendre le cholestérol trop oxydé pour éviter qu'il devienne athérogène. Athérogène, ça veut dire qu'il forme des plaques d'athérome. Alors, il sera évidemment conseillé dans tous les cas de problèmes cardiaques, insuffisance cardiaque, ça veut dire quoi? Ça veut dire un petit affaiblissement du muscle, puisqu'on a compris que le coenzyme Q10 était indispensable au fonctionnement musculaire et notamment des fibres musculaires cardiaques. Mais il sera également utile dans toutes les maladies touchant les coronaires, donc artères qui entourent le cœur, dans les problèmes d'hypertension, et il protège de manière générale toute la sphère cardiaque. Il apporte une force supplémentaire aux muscles cardiaques et certaines études démontrent qu'il augmente jusqu'à 17% la fraction d'éjection. Donc c'est vraiment utile pour les personnes qui ont un affaiblissement de ce muscle. Cette est aussi la vitamine anti-âge, puisqu'elle est antioxydante et qu'elle continue à fournir de l'énergie vitale en alimentant vos mitochondries. La vitamine, ou le nutriment, on va dire, des performances sportives.
Mais également, on a constaté, et des études ont démontré que les personnes qui avaient des Parkinson, par exemple, avaient vraiment des niveaux de coenzyme Q10 très très faibles et que la fonction mitochondriale, donc la fonction de production d'énergie, était extrêmement affaiblie chez ces personnes. Et il y a eu de très belles améliorations, évidemment, quand on prend les problèmes au début, hein, de problèmes de santé. Le coenzyme Q10 doit être pris à haute dose. Comme je vous l'ai dit, là, dans les problèmes de santé, quand on montrait les grammages à prendre, si on parle de vitamine C liposomée, c'est au moins 2 prises par jour, hein. Et donc, ça permet d'améliorer ce type de problème. Également pour la parodontose ou parodontite, qui est donc le saignement ou la rétraction plutôt des gencives. Ça touche énormément de monde et ça peut mener jusqu'au déchaussement des dents. Et la consommation régulière de coenzyme Q10 augmente la résistance de ces tissus parodontaux. Vous voyez ces tissus parodontaux ici, ils entourent la dent et c'est ça qui permet que la dent reste bien implantée et bien chaussée dans les gencives. En plus, le coenzyme Q10 permet au tissu de mieux résister à toutes les bactéries qui favorisent cette parodontose et le déchaussement dentaire. Et alors, une des dernières propriétés extrêmement intéressantes, et vous voyez que là, il n'en faut pas tellement, mais ça, c'était des coenzymes Q10 quand on le grammait, enfin, quand on l'estimait avec des comprimés ou des capsules. En liposomé, vous dépasserez d'office ce dosage-là, mais c'est pas plus mal, hein, puisqu'il en faut plus. Donc, ça intervient dans les problèmes de fertilité masculine, entre autres. C'est-à-dire que ça augmente la densité, la motilité et ça améliore la morphologie des spermatozoïdes. Vous avez les proportions ici. La densité, donc le nombre de spermatozoïdes dans le sperme, 81,6%. La motilité, c'est-à-dire la vitesse de déplacement des spermatozoïdes, 31,7%. Et leur morphologie, c'est-à-dire que les spermatozoïdes sont normaux, c'est-à-dire que les spermatozoïdes anormaux, normalement, ils sont d'office pas utilisés, enfin, c'est-à-dire que l'ovule ne va pas sélectionner un spermatozoïde mal foutu. Et donc, ce seront juste les normaux qui vont gagner, et il n'en faut qu'un, mais il y en a déjà de moins en moins. Et donc, ça permet, ce complément nutritionnel permet de favoriser des spermatozoïdes en bonne forme et tout à fait normaux. De nouveau, je vous parle de présentation de flacons, des flacons que je connais, mais il y a d'autres conditionnements. S'il y en a qui s'intéressent de connaître de quels produits je parle, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je vous expliquerai et je vous donnerai les coordonnées du laboratoire. Donc, ici, on parle plus de 5 millilitres à prendre, mais 6. Et avec 6 millilitres, eh bien, vous voyez, on atteint les 200 mg utiles au problème de spermatogénèse là, ou de spermatozoïdes. Mais dans d'autres problèmes de santé type Parkinson ou insuffisance cardiaque, on peut même doubler ou tripler la dose de ce coenzyme Q10. Alors pour information, il n'y a pas que de la vitamine C ou du coenzyme Q10 liposomé, il existe toute une série de produits actuellement liposomés. Aux États-Unis, ça existe déjà depuis certainement une bonne dizaine, voire quinzaine d'années. Chez nous, ça commence à s'implanter sur le territoire européen depuis 3, 4, 5 ans. Et vous pouvez trouver également sous forme liposomée ou liposomale du glutathion, de la DHA, qui est donc un acide gras très utile, du curcuma combiné à du resveratrol. De nouveau, je vous parle du laboratoire que je connais. De la vitamine C, on en a parlé, et aussi vitamine K2, D3. Voilà, je ne vais pas détailler tous ces produits-là. Si ça vous intéresse, je vous invite à me poser la question de savoir de quel labo je parle et vous pourrez aller voir sur leur site, demander leur documentation et voir à quoi tous ces produits peuvent servir. Et voilà, je reviens à vous. Et voilà, donc j'espère que cette explication a été claire donc sur les produits liposomés. Sachez aussi que je prépare, et ça ce sera vraisemblablement pour le mois de, à mon avis plutôt octobre,
je prépare un cours que je diffuserai par vidéo Skype, par vidéoconférence. Je prépare un cours sur tout ce qui est nutriments et compléments alimentaires. Et donc, bien entendu, ce sera payant et il sera diffusé par petits groupes, je pense à raison d'une fois par semaine, de petites capsules ou d'échanges de 2 heures, 2 heures et demie. Et à mon sens, il y aura peut-être 8 séances de 2 heures, 2 heures et demie, voire 10. Ça dépendra un petit peu de mon inspiration pour la rédaction du cours. Il est déjà bien avancé. Et donc, ceux pour qui tout ce qui est supplémentation, complément alimentaire, si ça vous intéresse, donc tous ceux qui s'intéressent à cette question, pourront suivre ce cours. Donc, je diffuserai toutes les informations sur mon Facebook et par mail si vous le souhaitez. Voilà, donc vous pouvez me demander, mais ce ne sera pas tout de suite, hein. J'ai des autres projets. Demain, donc, je pars encadrer le stage de jeunes. Je vous rappelle également que nous faisons un stage, bon, ça c'est en Belgique, c'est 2 dimanches, le fin mai et le dernier dimanche de mai et premier dimanche de juin. Nous avons un stage de radiesthésie de 2 jours que je donne avec Claude Ouera. Donc, apprendre à utiliser la pendule, mesurer les chakras, évaluer leur fonctionnement et pratiquer quelques techniques de rééquilibrage énergétique. Et alors, il y a le stage au mois de juillet qui se déroule dans la région de Lille, donc dans le nord de la France. Là, on se retrouve pour 3 jours. Enfin, on peut venir un jour, 2 jours ou 3 jours, en internat ou en externat. Et là, on parcourt toute une série de choses. Disons qu'on passe plus à la pratique. Je donne bien sûr de la théorie sur la nutrition énergétique, mais aussi les bioaimants, l'argile, les aiguilles d'oreille, les bougies d'oreille, les diapasons, enfin des tas de choses que l'on peut découvrir ensemble et que je vous invite à venir partager avec nous, avec notre cuisinière Lily et ma petite assistante Julie qui nous accompagne. Vous êtes chouchoutés, vous apprenez plein de choses et tout ça se fait dans la bonne humeur et avec une très très bonne ambiance. Si, de nouveau, si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur mon site découvrir-et-pratiquer.com et je diffuserai toutes ces informations en temps voulu quand je reviens du stage. Je vous rappelle aussi notre rendez-vous du 21 mai en fin de journée, 16h30, 18h30, 19h, pour l'explication sur toutes les manières naturelles de rééquilibrer notre fonctionnement glandulaire et de se prémunir, de se préserver ou bien de se reconstituer ou de se rééquilibrer après des problèmes de santé tels que fibromyalgie, burn-out, hypothyroïdie ou hyperactivité chez l'enfant. Voilà, mais moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit ou bien une très bonne journée et je vous dis à très bientôt, mais au moins pas avant 15 jours. À très bientôt. Au revoir.